Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Aujourd'hui, nous parlons culture africaine et organisation des États africains. Qui de mieux pour parler de culture qu'un invité qui est un homme de culture, Monsieur Amadou Tidjane Ouane. Comment allez-vous, Monsieur Ouane? Très bien, et vous? Ça va très bien, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Idées. Pour la présentation, j'aimerais préciser à tout le monde que vous êtes diplômé de sciences politiques. Vous avez été conseiller culturel du président de la République du Sénégal. Vous avez ensuite occupé le poste de ministre de la Culture ici au Sénégal. Et vous êtes aussi ancien ambassadeur du Sénégal au Canada. Une autre chose à rajouter, c'est que vous êtes romancier. Quels sont quelques titres de vos romans? Je vous remercie pour cette présentation. Au titre des romans, j'en ai deux qui sont déjà publiés. Lorsque la nuit se déchire, en 90, Le crépuscule des vanités, en 2006. J'ai aussi deux essais, dont un qui s'appelle Résistance, et un roman en chantier qui s'appelle Vie de chien. Vie de chien. Le titre est accrocheur en tout cas. Alors, on sait que vous êtes un homme de culture, bien évidemment, et là, on est sur ce plateau pour parler de la culture africaine. Souvent, les gens englobent tout le continent africain sous une seule culture, et d'où le terme culture africaine. Moi, la question que j'aimerais vous poser d'emblée, c'est selon vous, est-ce que la culture africaine existe vraiment? Dans le sens où on se demande, est-ce qu'il y a vraiment une civilisation africaine qui est commune à tous les pays africains? Il y a beaucoup de sous-questions dans votre question. L'Afrique est un continent. Dans son état actuel, c'est un continent balkanisé, avec des frontières artificielles, héritées de la colonisation, avec une composition de citoyens qui s'est faite avec les avatars de l'histoire. Nous avons l'Afrique du Nord, qui est maghrébine, d'origine arabe. Nous avons l'Afrique négro-africaine. Nous avons l'Afrique australe, où cohabitent aujourd'hui des races d'origine hollandaise, indienne et chinoise. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous avez toutes ces nationalités qui sont maintenant sud-africaines. Pour ce qui est de la définition de la culture africaine, je parlerai plutôt de culture avec S, africaine avec S, à cause des nuances culturelles qui existent du nord au sud et d'est en ouest, dans la mesure où, comme vous le savez, même la géographie a de l'influence sur la culture. Selon qu'on est population de la forêt ou de la savane, on adopte ou on pose des réponses ou des questions je reprends la définition de Cheikh Hamidou Kane, une civilisation, c'est une architecture de réponses. La culture, c'est donc l'ensemble des réponses que l'on fournit lorsque notre environnement sollicite nos intelligences. Et c'est l'ensemble de ces connaissances-là qui forment, à mon sens, la culture d'un peuple. C'est une définition très complète et très intéressante que vous venez de nous faire, parce que ce qui me frappe, surtout lorsqu'on est hors des frontières du continent, c'est cette vision d'ensemble que les gens qui sont hors de ces frontières ont du continent africain. Et vous avez fait la différence entre les cultures africaines et la culture africaine. On se sent un peu, je pense, c'est un couteau à double tranchant lorsqu'on nous dit la culture africaine et qu'on est africain avant tout. Je pense qu'avant d'être sénégalais, nous sommes des Africains, nous sommes de ce continent. Mais est-ce qu'on doit revenir justement sur les différences et les similitudes qu'il existe entre les différents pays? Selon vous, par exemple, quels sont les aspects qui lient les pays d'Afrique? Non pas les pays, mais les peuples. Je pense qu'en réalité, ce n'est pas des différences, c'est des nuances. Nous ne voyons pas les nuances comme des différences. Nous avons un certain nombre de valeurs culturelles fondatrices, le sens de la famille, par exemple, qui est partagé largement par les populations négro-africaines, qu'elles soient de la forêt, qu'elles soient de la savane, qu'elles soient d'un autre environnement.
Nous avons des traditions culinaires qui font partie de la culture, qui se ressemblent. Les goûts, les odeurs sont à peu près semblables du nord au sud, d'est en ouest en Afrique. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de nuances qui se sont rajoutées, les nuances religieuses. Quand vous rajoutez l'islam, qui est aussi un fait culturel à certaines zones de l'Afrique, ça a eu une influence, mais ça s'est adapté aux traditions et valeurs culturelles qui étaient là avant. Il y a des zones un peu plus chrétiennes, cette dimension s'est ajoutée, de sorte que la culture est, à mon sens, un corps vivant qui s'enrichit au gré des métissages, au gré des rencontres, qui s'enrichit au gré des chocs avec les autres civilisations, qui fait qu'aujourd'hui, vous et moi, madame, nous sommes de culture africaine, mais nous parlons dans une langue étrangère, qui est le français. Nous sommes francophones, nous avons donc acquis un certain nombre d'éléments culturels du fait de la mondialisation, du fait de nos expériences, du fait de nos voyages, ce qui fait que la culture n'est en rien figée. C'est un corps vivant qui doit s'accepter comme tel dans la mesure où l'histoire de l'homme est une histoire d'abord de migration. Si l'on parle du fait que d'ailleurs un de nos éminents professeurs sénégalais, Cheikh Anta Diop, a situé l'apparition de l'homme en Afrique et que de là nous avons explosé à travers le monde en changeant de race pour beaucoup qui ont quitté le continent, ce qui de toute façon maintenant est compréhensible dans la mesure où nous avons eu des expériences où des hommes noirs sont devenus blancs. Nous avons vu le cas de Michael Jackson qui s'est décoloré, mais il est devenu blanc. Nous n'avons pas encore vu l'inverse. Nous n'avons pas encore vu de blanc devenir noir. Ce qui tendrait à faire croire qu'effectivement, ce processus de blanchissement est une donnée biologique qui est possible. Pour en revenir donc à la culture, c'est vivant, ça s'accommode au temps et à l'espace, mais avec des fondamentaux qui sont issus d'un certain nombre de traditions qui sont tenaces, d'un certain nombre de valeurs qui sont partagées par un groupe, une communauté humaine, et qui fait que cette communauté se reconnaît en ces valeurs et se les transmet. Cette transmission se faisait de manière orale pour ce qui est des Africains, notamment à travers les contes, à travers les légendes, à travers la proximité que les grands-parents avaient avec leurs petits-enfants. On peut craindre qu'actuellement, avec l'irruption des téléphones intelligents, les relations dans la famille se distendent à un point où la transmission orale d'un certain nombre de savoirs traditionnels ne fonctionne plus comme avant. Il faut le regretter et il faut peut-être utiliser les nouveaux médias pour transmettre les savoirs traditionnels, les us et les coutumes et le meilleur de nos traditions. Ouais. Vous avez donné énormément d'informations. J'aimerais revenir sur le fait que vous avez signalé que nous sommes africains, nous sommes sénégalais, vous et moi, mais nous communiquons en français, ce qui a beaucoup à voir avec la colonisation, bien évidemment. Et quand on revient sur l'historique en fait de l'Afrique en tant que telle, beaucoup définissent les frontières qui séparent les différents pays d'Afrique comme des constructions, justement, qui nous viennent de la colonisation, par définition. Des constructions que certaines pourraient qualifier de non fondées et d'incohérentes, en quelque sorte. Je lisais justement cet article fait par un de mes collègues journalistes qui défendait cette thèse selon laquelle les frontières entre les pays africains ne sont pas justifiables, que c'est des constructions faites par la colonisation. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie-là? Je la partage tout à fait. Le dernier partage de l'Afrique qui a configuré les frontières actuelles date de Berlin. Il y a eu de légères évolutions après les indépendances, mais généralement, les puissances coloniales, dont le Portugal, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, pour citer les plus importantes, l'Italie un peu, et l'Allemagne un peu, pour ce qui est du Cameroun, se sont retrouvés à Berlin et ont dessiné une carte du monde à leur avantage et pour les besoins exclusifs de leur expansion. Ce tracé des frontières n'a pas respecté l'identité
culturelle des zones en question. Je vais vous donner un exemple. On a fait une frontière entre le Sénégal et ce que l'on appelle aujourd'hui la Mauritanie. Je raconte souvent une histoire cocasse parce que je connais deux jumeaux dont l'un s'était retrouvé mauritanien et l'autre s'était retrouvé sénégalais. Pour des jumeaux qui sont sortis du même ventre, avouez que ça fait cocasse. Tout à fait. Il y a entre nous et le Mali plein de familles qui sont à la fois sénégalaises et maliennes. Il y a des familles qui sont guinéennes et sénégalaises. Il y a comme ça un tracé qui n'a pas tenu compte de l'identité et de la nature des relations familiales qui existent au-delà de ces frontières artificielles. Le fleuve n'est pas une frontière, c'est un trait d'union. Et le fleuve Sénégal, on en a fait une frontière. Ainsi, dans le sud de notre pays, vous allez en Casamance, vous retrouvez des ethnies qui sont à cheval entre la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal, et ainsi de suite. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons comme une forme de mal-vivre à l'intérieur de ces frontières, et tous les combats pour accélérer l'intégration africaine, c'est pour recoudre tous ces liens qui ont été distendus et qui font qu'aujourd'hui, imaginez que comme francophones sénégalais, comme anglophones gambiens, nous avons un mur qui se dresse, qui est un mur par la langue, qui est un mur par un certain nombre de conditionnements mentaux que les colons ont laissés. Certains se sentent un peu plus british, d'autres se sentent un peu plus francophones. Ça crée des malentendus alors que nous avons le même sang, la même histoire antécoloniale et nous avons un destin commun. On ne peut pas séparer le Sénégal de la Gambie, ni le Sénégal de la Mauritanie, de la Guinée, du Mali. Nous devrions donc, prenant conscience de ces affinités culturelles, qui fait qu'on parle les mêmes langues dans toute la sous-région. Si on prend les langues d'origine mandingue, le peul, etc., on voit que dans toute l'Afrique de l'Ouest, on parle à peu près les mêmes langues et on a les mêmes cultures. Le trait le plus évident, c'est cette parenté à plaisanterie qui existe au Sénégal, au Burkina, au Mali, en Guinée et qui sont des socles fondateurs de nos vraies identités. Exactement. C'est tellement passionnant de parler de cette unification malgré justement la séparation qui est faite avec les frontières, qui crée des organisations qui sont sensiblement différentes, dépendamment des régions où l'on se trouve. Je pense que nous allons élaborer sur ça. Mais tout d'abord, nous allons recevoir notre deuxième invité dans Idée qui va venir nous rejoindre sur ce plateau. Nous revenons tout de suite. Vous regardez Idée sur ITV. De retour dans votre émission Idée, nous accueillons maintenant notre deuxième invité, Monsieur Youssou Mbargane Beye. Comment ça va, Monsieur Beye? Ça va très bien. Merci d'être là. Je vais vous présenter pour nos téléspectateurs. Vous êtes donc vice-président du réseau des communicateurs traditionnels du Sénégal. Vous êtes auteur, compositeur, dramaturge, poète, metteur en scène. Vous êtes spécialisé en communication sociale du Centre d'études de la famille africaine à Lomé au Togo. Merci d'être là, Monsieur Beye. Vous êtes un homme de culture de renom. Et j'aimerais justement vous poser la question. La culture africaine, ça veut dire quoi pour vous? Alors là, vous posez une question très pointue. Parce que la culture africaine, dès les premières heures de l'indépendance, et même avant, les intellectuels se sont épanché là-dessus. Mais moi, en ce qui me concerne, je pense que dès l'instant qu'en Afrique, il y a plusieurs Afriques. Il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique centrale et forestière, il y a l'Afrique du Sud, et chaque Afrique a ses spécificités. Je ne pense pas, ça c'est d'un avis tout à fait personnel, qu'il puisse y avoir une culture africaine uniforme comme un bloc monolithique. Il y a
des cultures africaines. Alors, mais nous avons en commun ce commun vouloir de vie commune avec la nature, contrairement aux Occidentaux. Ce qui est important, et je parle sous le contrôle d'un intellectuel, comme disait, de haute voltige, Michel le ministre, l'Afrique du Nord, qui est arabo-berbère, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique centrale et forestière, il y a l'Afrique du Sud, et chaque Afrique a quand même des spécificités qui ne sont pas semblables aux autres. Donc, parler d'une culture uniforme en Afrique, c'est d'abord, disons, ça relève d'une gymnastique intellectuelle. C'est d'un avis personnel. Un avis personnel, oui. Un avis personnel et quand même assez expert en tant qu'homme de culture. Mais, on peut dire que nous avons quelque chose en commun. Déjà, ce que Senghor décrivait au départ, comme la négritude, qui est l'ensemble des valeurs culturelles noires, donc qui parlait de l'Afrique noire. Un exemple que je peux vous donner. Vous allez en Occident, les gens ont voulu dompter la nature. Ici, dans le monde noir, nous avons toujours voulu vivre en symbiose avec la nature. C'est ce que nous avons en commun. Pour parler comme je le suis un griot, ku feebar da ngay dem wuti reen ay reen ak i xob. Ça, nous l'avons en commun sur toute l'Afrique. Et en le faisant, da ngay jàpp doo tari alxuraan qui est étranger à nous, doo tari la Bible, mais da ngay jàpp. Le jàpp est tout à fait commun à l'Afrique noire. Donc voilà ce que nous avons en commun. Mais une culture africaine uniforme, je ne crois pas. Nous avons des spécificités. Parce qu'il y a plusieurs Afriques et chaque Afrique a sa spécificité. C'est une réponse vraiment très complète. Merci, Monsieur Mbaye. Monsieur Wan, j'aimerais revenir avec vous sur un aspect qui me passionne et une question que je ne peux que profiter d'avoir un homme politico-social et culturel devant moi pour poser. J'aimerais qu'on revienne sur les responsabilités premières, selon vous, des organisations comme l'Union africaine. Politiquement parlant, économiquement parlant et même culturellement parlant, quel est vraiment le rôle de l'Union africaine, selon vous, sur l'ensemble du continent? C'est une excellente question. Je pense qu'il faut qu'on remonte à l'ancêtre de l'Union africaine, qui est l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, qui a été créée en 1963 à Addis Abeba. Première chose à noter, 3 ans après la plupart des indépendances, donc, qui ont eu lieu en 1960, les pères fondateurs des indépendances ont eu comme souci principal de construire l'unité africaine. Première chose. Et une question qui vient après, pourquoi, de 1963 à nos jours, nous ne sommes pas parvenus à mettre en place l'unité africaine? Première question, bonne question pour toutes les générations qui se sont succédées aux affaires et qui n'ont pas achevé le rêve panafricaniste de Kwame Nkrumah, dont le discours à Addis Abeba est une anthologie dans le genre. Nous avons eu, après, la transmutation de l'Organisation de l'Unité africaine en Union africaine sous l'impulsion du président Muammar Kadhafi, qui a beaucoup travaillé pour que le terme d'union soit mis en avant et aille au-delà de l'unité, qui est plus mécanique. L'union convoque l'union des cœurs aussi. Pourquoi? Encore la question. À ce jour, l'Union africaine ne parvient même pas à avoir une voix suffisamment élevée pour la solution des conflits interafricains. Et là, je vais vous faire plaisir, parce que j'estime que ces organisations n'ont pas mis suffisamment la culture en avant. On a mis en avant la politique, on a mis en avant l'économie. On a des organisations d'intégration économique, on a des organisations d'intégration politique. On n'a pas donné
la force à la culture. Et or, seule la culture peut nous rassembler. Il n'y a pas de divergence dans la culture. L'espace culturel est un espace de fraternité. Aujourd'hui, quand nous allons au FESPACO à Ouagadougou, nous nous sentons chez nous. Quand les autres Africains viennent à la Biennale de Dakar, nous nous sentons chez nous. Il faudrait favoriser les synergies culturelles et les échanges entre les jeunesses africaines autour des projets culturels d'envergure pour accélérer l'intégration. C'est quand les peuples se fréquentent, se brassent, quand des amours naissent entre des jeunes gens, quand des familles se construisent entre personnes supposées être de deux pays différents, que s'élabore et se construit l'unité des cœurs. Et c'est sur cette unité des cœurs qu'on peut bâtir le rêve d'une Afrique unie. Le niveau de l'économie comme le niveau de la politique, ce sont des niveaux de conflit. Chacun veille sur ses intérêts. L'espace de fraternité, c'est la culture, et je lance un appel à nos hommes politiques pour qu'ils redonnent aux hommes de culture la parole. Et oui, redonner aux hommes de culture la parole, c'est très important, et votre réponse est appréciée parce qu'elle relève en fait d'une certaine insuffisance, si je peux me permettre de le dire, par rapport au travail qui reste à être fait pour cette union en fait entre les pays africains, malgré des organisations comme l'Union africaine qui sont censées représenter cela. Et j'en profite pour diriger ma prochaine question avec Monsieur Mbaye. L'Union africaine, beaucoup de rencontres, beaucoup de conférences, beaucoup de travail qui a été fait. Mais malgré cela, l'Afrique est toujours dans une situation où le développement n'est pas encore atteint. Le développement économique, le développement social. Selon vous, est-ce qu'il y aurait des stratégies à adopter qui seraient peut-être un peu plus appliquées aux réalités des pays africains? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Avant de répondre à la question, mais j'en reviens à ce qu'a dit M. le ministre. L'Organisation de l'Union africaine, créée en 1963, était un objectif. Mais en ce moment, il y avait deux blocs. Un bloc dit progressiste et l'autre qui est pro-occidental. Et je pense, de mon humble avis, que Senghor a eu très tôt raison en prêchant pour des cercles concentriques. C'est-à-dire que des ensembles se fassent d'abord au niveau de chaque sous-région Afrique avant de devenir, comme le pensait Nkrumah au départ. Parce que ces gens-là disaient une Afrique unie au départ. Mais je ne pensais pas qu'on avait les moyens de se rassembler au départ. Parce qu'il y avait les puissances coloniales qui étaient là, qui veillaient au grain. Ça, et ils ont eu pratiquement raison de notre commun vouloir de vie commune. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, des stratégies pour avoir une communauté africaine unie, etc., autour de... Moi, je pense que M. le ministre a tranché la question. Freud disait, ceux qui travaillent pour la culture travaillent contre la guerre. Parce que le reste n'est qu'intérêt personnel et bassement matériel. Il n'y a que la culture qui peut nous unir autour du minimum commun réalisable. Il a été ministre de la Culture. Donc, je suis presque sûr qu'avec la culture, si jamais les Africains, tous les pays africains, unissaient leurs forces autour d'une plateforme culturelle, le continent serait indivisible. Parce que, en fait, figurez-vous bien, il a tantôt dit, à Ouagadougou, on va au FESPACO, on est pratiquement chez nous. Dans les grandes rencontres culturelles, lors du FESBAN de Senghor, je dis, hein, l'Afrique et la diaspora étaient là. Ils ont, tous les pays du monde étaient autour de quelque chose
Donc, je pense que si tous les pays africains se penchaient sur l'aspect culturel de l'Afrique, si les pays africains se donnaient un rendez-vous du donner et du recevoir culturel, il y aurait point de problème. Et l'économie suivrait la politique. Parce que ça, c'est des conflits d'intérêts. Chacun prêche pour sa propre chapelle, comme l'a dit Michel Miss. Mais si on s'est réunis autour de la culture, il n'y aurait point de problème. Je voudrais rebondir un peu sur ce que dit M. Mbaye. Nous avons d'abord un problème de définition de c'est quoi le développement. Notre développement, est-ce que c'est le développement à l'occidental, un développement quantitatif qui compare des agrégats économiques et derrière ces agrégats, on ne sait pas combien de morts il y a, combien de gens heureux il y a, combien de gens malheureux il y a. Quand on vous donne un pourcentage, vous ne savez pas combien d'êtres humains il y a dedans. Et nous avons peut-être cette approche différente de l'approche quantitative qu'il nous faut élaborer. Il y a une qualité de la vie qu'il nous faut définir. Nous tous, nous le savons, un homme qui réussit dans nos sociétés traditionnelles, ce n'est pas un homme qui a réussi tout seul avec sa belle villa, avec sa belle voiture, avec sa petite dame, avec son petit enfant, avec son petit chien. Non. Pour nous, quelqu'un, un homme ou une femme qui a réussi, c'est aussi quelqu'un qui a su soutenir son père et sa mère quand ils sont devenus plus âgés, qui a pu soutenir ses frères et sœurs pour qu'ils achèvent leurs études, qui a pu venir en secours aux voisins, qui a pu donc, au niveau de la société, produire autour de lui du bien. Il y a donc cette définition du bien-être qu'il faut que nous apportions dans la corbeille. Et je vais vous donner un exemple. Si nous voulons un des leviers de politique culturelle que nous pourrions mettre en œuvre, c'est, par exemple, au Sénégal. On veut que la nation soit beaucoup plus unie. On n'a qu'à célébrer chaque année une semaine ou une quinzaine de la parenté à plaisanterie, que l'on appellerait CAL. CAL. Et maintenant, nous, on a eu ce levier, ce mécanisme de nos ancêtres. Mais mettons-y du neuf. C'est-à-dire, habillons ce concept, faisons que, pendant cette semaine-là, tous les Sérères demandent pardon à tous les Diola, qui demandent pardon à tous les Toucouleurs, qui demandent pardon à tous les Soninké, qui demandent pardon à tous les Wolofs, qui demandent pardon, et que ce soit une semaine de réaffirmation de notre commune volonté de vie commune, comme le disait tout à l'heure M. Baye. Et nous pourrions mettre à l'intérieur de cette semaine culturelle, dont je parle beaucoup d'ailleurs avec un de mes amis sérères et catholiques, pour vous dire que nous pourrions en même temps faire que les religions qui cohabitent au Sénégal fassent de ce moment-là un moment de fraternité et d'échange. On pourrait se donner des cadeaux, on pourrait fraterniser. C'est-à-dire qu'il nous faut notre culture, il nous faut l'habiller et mettre quelque chose de neuf. Mais nous restons dans des comportements ancestraux, traditionnels, qui ne traduisent pas les nouvelles dynamiques qu'il faut mettre en place. Et je pense que le Sénégal pourrait organiser cela au Sénégal et étendre ça après dans la sous-région. Parce que nous pourrions faire une semaine de fraternité à plaisanterie jusqu'au Burkina, jusqu'au Mali, jusqu'en Guinée, où ces mécanismes existent. Il suffit maintenant d'élaborer de nouveaux concepts de cousinage. Regardez les ethnies entre lesquelles il y a des problèmes et installer le cousinage pour que, justement, de nouvelles fraternités naissent. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas mener de politique culturelle comme on l'a appris en Occident. Oui, et c'est tellement pertinent ce que vous venez de dire. Vous parlez d'une redéfinition totale du concept de développement pour l'adapter à nos réalités africaines et à ce que ça représente pour nous. Et je ne peux m'empêcher, dans ce cas-là, de vous poser la question, est-ce que vous pensez que le capitalisme, le modèle capitaliste à l'occidental est adapté pour l'Afrique? Je vous dis tout de suite non. Je pense qu'il nous faut inventer quelque chose qui nous ressemble et qui nous rassemble. Le grand problème que nous avons, c'est que depuis 6 siècles, nous sommes dépossédés de notre initiative historique. La plupart des dirigeants des pays africains sont des dirigeants acceptables aux yeux de l'Occident.
Et malheureusement, ils font la danse du ventre pour plaire aux pays occidentaux et disons à leur gouvernement. De sorte que nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Si on acceptait de nous réapproprier nos vraies identités, et ça, ce n'est pas une question de se retourner vers le passé, c'est vivre avec son temps, mais en sachant où on veut aller et en se donnant les moyens d'y arriver. Les hommes de culture qui sont au Sénégal, la plupart se morfondent dans leur coin avec des ulcères à l'estomac parce qu'on ne laisse pas l'énergie culturelle sénégalaise s'exprimer. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. Quand je vous prends un certain nombre de projets culturels, la plupart financés avec le soutien de l'Union européenne. Comment voulez-vous que l'Union européenne finance des projets qui vont libérer les énergies de notre jeunesse? Et il faut que sur ces choses importantes, que nous fassions une reconquête de notre souveraineté. J'avais pensé à l'époque à ce que, par exemple, le FESPACO ou la Biennale devraient être financés par les Africains. Si on dit le FESPACO coûte, bon, je donne un chiffre, 1 milliard, je sais que ça coûte beaucoup plus, mais supposons qu'on dise que ça coûte 1 milliard. Nous sommes, je pense, 8 pays au niveau de l'UEMOA, nous sommes 16 à peu près au niveau de la CEDEAO. Si on disait à chaque ministère de la Culture, faites inscrire dans votre budget 200 à 300 millions CFA, ce qui est ridicule au niveau du budget du ministère de la Culture, pour financer les projets d'intégration africaine. Le Sénégal pourrait mettre 100 millions dans le FESPACO, par exemple, et tous les autres pays la même chose. On n'aurait pas besoin de faire appel à l'Union européenne ou à un autre pays. Oui. À ce moment-là, on définit les contenus, parce que c'est celui qui paye qui commande. Si vous voulez avoir une culture indépendante, radieuse, dominante, il faut que vous ayez les moyens de votre politique. Exactement. Et à ce niveau-là, il faut que nous nous posions les bonnes questions. Malheureusement, dans notre pays, comme dans la plupart des pays africains, le débat politique pourrit tout. On n'arrive même plus à avoir d'espace. Et je vous remercie, vous et votre chaîne de télévision, de nous donner au moins l'occasion de faire quelques digressions du point de vue de la culture. Mais les politiques culturelles, les politiques pour ce qui est de la promotion de l'artisanat, l'articulation entre culture, artisanat et tourisme, la découverte de notre histoire. Comment pouvez-vous, si je vous demandais aujourd'hui, vous, on prend une voiture, je vous dis amenez-moi à Dekele, vous ne pourriez pas? Non. Voilà. Non, et pourtant, c'est là où il y a eu la grande fameuse bataille de Radjor. Même pour ce qui est du fléchage, dire voilà, c'est par ici Yang Yang, c'est par ici Dekele, c'est par ici Nioro Dirib, c'est par ici qu'on a tué, que Moussa Molo Baldé est passé. On ne sait pas. Aujourd'hui, nos enfants sont émasculés par rapport à notre histoire. Et demain, qui seront-ils? Si nous, les derniers Mohicans, là, qui encore avons cette fibre de notre histoire, cette fibre patriotique, si nous disparaissons sans avoir transmis à nos enfants cette mémoire-là, non seulement ça va se perdre, mais ce qui se perd de pire, c'est le cœur. Quand on n'a plus à cœur son histoire, son identité, on devient une coquille vide. Et à ce moment-là, Bill Gates met ce qu'il veut, Zuckerberg met ce qu'il veut, et puis nous n'existons plus. Et malheureusement, pour un grand communicateur traditionnel comme lui, c'est un monde qui s'effondre. C'est tout un monde qui s'effondre. Et vous avez dit tellement de choses. Justement, monsieur Mbaye. Je veux un peu rebondir sur ce qu'elle a dit. Hein. Vous savez, j'ai un ami qui me disait, la culture n'a pas d'ailes, mais elle donne du souffle à ceux qui ont des ailes. Quand on a voulu promouvoir l'allaitement maternel au Sénégal, les gens ont glosé sur beaucoup, ils ont même parlé de tout. Moi, je me suis appuyé sur une citation de Cheikh Ahmadou Bamba qui disait « Jom ak kersa mi ngi ci weenu yaay ». Jom ak kersa mi ngi ci weenu yaay. sa yaay bu la uufee di la nàmpal nga di ko xool mu lay xool foofu la kersay tàmbalee mu ni
daan dem ba jëmmi jamono vous m'excusez de dire en wolof daan dem ba jëmmi jamono li ëpp solo ci li xew mooy nga jël meew bàyyi ma di ko nampal sa doom c'est le biberon te bàyyi ma amul amul kersa amul jom et pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur le ministre quand des étrangers viennent financer ce que nous avons d'essentiel c'est-à-dire la culture wolof dafa ni ku la may bët nga xool fi ko neex ils vont nous placer des œillères ils vont dire c'est là où je veux que vous regardiez et tant que c'est ça nous ne serons jamais nous-mêmes il y a quelqu'un mon père me disait nuru sa baay dafa ne nuru jamono ci xel wa waaye nuru jamono ci xel ma waaw nuru sa baay ci xel ma waaye nuru jamono ci xel wa et c'est important il faut savoir faire la part des choses si on aujourd'hui comme dit monsieur le ministre combien de divorces on enregistre dans ce pays parce que les gens n'ont plus le temps de communiquer comme il faut. Et surtout sur les jeunes, si on regarde le mariage des plus jeunes, des générations nouvelles. Parce qu'en fait, un jeune ménage, aujourd'hui, surtout mariés, ils vont prendre un appartement. Donc il n'y a pas la maman, il n'y a pas le père, il n'y a personne qui, en cas de conflit, règle le problème. Les petits-enfants. L'alternative, c'est la crèche. Parce que le père et la maman vont travailler. Exact. Donc, on est en train de nous inculquer des choses qui ne sont pas nôtres. Comme l'a dit monsieur le ministre. Voilà pourquoi, moi, je dis, il faut un peu, je ne dis pas retour aux sources, mais recours aux sources. Recours aux sources, c'est très important. Qu'on mette des balises, qu'on n'oublie pas ce pourquoi les derniers des Mohicans sont encore là, et qu'on puisse, aux jeunes actuels, Wallahi al-Azim, un groupe de jeunes doit faire que nous talk de waxtaan saga wu ñu ndey. Je suis ahuri quand je les écoute. Donc, m'excuser, c'est un cri de cœur. Oui. Hein, montre bi sax m'excuser du terme daan ma jël ndey montre bi. Et c'est extrêmement grave. Ouais. Nous sommes en train de perdre quelque chose d'essentiel. Ouais. Allez-y. Je peux rebondir. Bien sûr. Il dit quelque chose de très 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 important qui est un peu au cœur du questionnement que Cheikh Hamidou Kane posait dans son aventure ambiguë. Nous devons nous demander si ce que l'on gagne vaut ce que l'on perd. Tout à fait. Il est important de nous demander, nous sommes tous allés à l'école, mais nous avons à un moment donné compris que ce que nous apprenions à l'école se réduisait à ce que Cheikh Hamidou Kane appelait l'art de vaincre sans avoir raison. Et qu'il fallait avoir autre chose pour alimenter notre âme, pour vivre avec le temps, avec l'espace, disait-il, avec la nature, comprendre les réalités qui sont autour de nous et apporter au monde des hommes équilibrés qui savent faire la part des choses entre le vêtement que je porte pour aller à l'extérieur et ce que je suis vraiment. Et de ce point de vue-là, les nouvelles générations ont beaucoup de choses à apprendre. Et il faut des politiques culturelles qui dépoussièrent dans ce qu'il y a de nos traditions, ce qui est obsolète. Ouais. Parce que les traditions, par définition, sont appelées à dépérir avec le temps et à se régénérer. Si ce processus de régénérescence n'est pas opéré avec intelligence par les habitants d'une société à un temps T donné, cette génération passe à côté de sa mission. Parce que ceux dont vous avez hérité, d'autres l'ont conçu pour vous. Et vous, que concevez-vous pour ceux qui viennent? Nous devons dépoussiérer un certain nombre de traditions qui sont devenues obsolètes
ou qui sont devenus anachroniques. Et nous devons donner du sens à ce qui est essentiel pour que nous soyons des hommes fiers, des hommes et des femmes fiers, qui savent d'où ils viennent et où ils veulent aller. Et c'est ceux-là qui développeront le pays. Mais ce ne seront pas des gens qui, comme il le dit, n'arrivent même pas à faire une phrase intelligible sans insulter. Or, l'insulte n'est pas un signe d'intelligence. C'est plutôt une faiblesse. Exactement. Mais vous avez laissé des messages vraiment passionnants. Je vais vous donner la parole pour le mot de la fin. C'est un sujet dont on pourrait discuter pendant des heures. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, donc je vais vous donner à chacun quelques minutes pour laisser votre message de la fin et peut-être l'orienter vers cette question-là que moi j'ai. Est-ce que vous croyez toujours au rêve des États-Unis d'Afrique? Est-ce que vous croyez que c'est encore possible, Monsieur Mbaye? Oui, bon. Les États-Unis d'Afrique, c'est difficile, mais pas impossible. Il faut la volonté politique. Parce que, vous savez, Senghor, au début, j'avais parlé de cercle concentrique. Il avait d'abord dit que dans chaque zone en Afrique, qu'on crée un ensemble. Et de ces ensembles, va naître l'Afrique. Mais chacun tirait, comme l'avait dit tantôt M. le ministre, chacun prêchait pour sa propre chapelle. Voilà pourquoi ça n'a pas abouti. Alors, nous en appelons à la volonté des dirigeants africains. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des chefs d'État qui croyaient que, en créant par exemple un ensemble comme la Fédération du Mali, qui au départ avait regroupé beaucoup d'États et qui se sont débinés au dernier moment qu'il y avait un État qui était la vache laitière à traire, ce qui était dangereux. Or, l'histoire a démontré que c'était faux. L'ensemble faisait comme on dit, l'union fait la force. Les États-Unis ne peuvent pas être gratuitement, disons, la première puissance du monde, comme ça. Parce que c'est plusieurs États réunis. L'Union européenne se cherche. Donc, si on veut vivre à huis clos, ce n'est pas possible. Maintenant, moi, je veux simplement dire aux dirigeants politiques d'Afrique et de tous bords qu'au départ, les divergences étaient compréhensibles. Parce qu'il y avait les progressistes, il y avait les pro-occidentaux, il y avait les non-alignés. Ouais. Et quand l'Occident, le capitalisme a vaincu l'autre bord, il n'y a plus possibilité de non-alignement. Donc il y a un seul et unique bloc. Ouais. C'est le capitalisme triomphant, mais que nous sachions en tirer profit. Exact. C'est ça. C'est ça mon mot. Merci pour votre message de la fin. Très rapidement, monsieur Owen. Oui, alors, comme message, c'est un message d'optimisme. Il a dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant. Pour aller vers les États-Unis d'Afrique, il faut commencer par unir l'Afrique de l'Ouest. Déjà. C'est déjà pas mal. Si nous arrivons tant au niveau de l'UMOA que de la CEDEAO, les 16 États à avoir un gouvernement sous-régional commun, avec des politiques culturelles intégrées, avec des frontières plus ouvertes qui permettent la circulation des personnes et des biens, et que nous arrivons à avoir une monnaie commune. Tout ça, c'est des outils. Oui. Le plus important, c'est l'inspiration, le cœur, la volonté, le désir de travailler les uns avec les autres. Nous pouvons devenir une puissance régionale en Afrique et pouvoir à ce moment-là, comme il le disait tout à l'heure, monter ce que l'on pourrait appeler le niveau fédéral. Mais il faut d'abord qu'au niveau régional, quelque chose de solide soit mis en place. Ensuite, on peut monter en puissance, petit à petit, avoir un gouvernement continental, comme à l'image de ce qui s'est fait aux États-Unis, et qui fait que l'Europe, c'est un continent, l'Afrique, c'est un continent, l'Asie, la Chine, c'est pratiquement un continent. Il faut que nous essayions de tirer notre épingle du jeu. Alors, le mot d'espoir que je voudrais lancer, c'est que, contrairement à ce que l'on peut croire, les nouvelles technologies de l'information peuvent être des accélérateurs de l'intégration. Parce que
les nouvelles technologies, c'est des outils. C'est ce qu'on met dedans qui est important. Exact. Au lieu d'y mettre que du YouTube, que des danses, que des chants, que des machins, on peut y mettre des éléments fédérateurs du point de vue de l'histoire, du point de vue de la géographie, du point de vue des échanges scientifiques, du point de vue des études. Aujourd'hui, on devrait pouvoir suivre un cours dans une université du Nigeria quand on est au Sénégal, avec les nouvelles technologies. Ouais. Et c'est ainsi que l'on commence à se connaître. Ouais. Et à mon sens, il faut utiliser les nouveaux outils pour nous rapprocher. Malheureusement, c'est fini, je vous vois cligner de l'œil. Oui, mais écoutez, c'est un débat tellement passionnant. Je ne sais pas, peut-être qu'on en fera une deuxième partie. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre expertise et vos mots très forts. Chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba et nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.